Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'uniforme. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'uniforme porté par un Oberfeldwebel intégré dans le 2e bataillon de reconnaissance de la 2e Panzerdivision en juillet 1944 en Normandie. Avant de commencer, je tiens à remercier Parabellum Shop et War Militaria, tous les deux partenaires de cette vidéo. Je vous invite à découvrir le lien de leur boutique dans la description. Mais il me faut également rappeler certains points. Cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à consulter votre uniforme. Ce n'est en aucun cas une bible, malgré mes très nombreuses recherches, qui vous épargnera l'achat de livres, de magazines spécialisés ou même de faire vos propres recherches sur internet. Ensuite, vous êtes sur le point de découvrir un uniforme dont les insignes n'auront pas été censurés. Ceci est une volonté historique de ma part. Pas de politique cependant dans mes vidéos, tout comme elle sera interdite dans les commentaires. Et enfin, vous retrouverez la liste complète des éléments qui composent l'uniforme que je vais vous présenter dans la description avec le timing correspondant. Créée le 18 novembre 1939 à Gera dans le Wehrkreis 9, la division est issue de la réorganisation de la 2e division légère dans ses garnisons d'origine. Le 1er novembre, le Panzerregiment 25, nouvellement formé, est incorporé. Fin janvier 1940, la division s'est ensuite déplacée dans la région de Bonn-Bad Neuerar et vers l'ouest avec des parties jusqu'à l'Eifel. Elle est placée sous les ordres du général Rommel en février 1940 à Bad Godesberg pour sa première expérience de commandement. Au printemps 1940, la division a été équipée de Panzerkampfwagen 38T pour remplacer les Panzer 1 et 2. Le 10 mai 1940, la division attaque au sud de la Belgique avec la 4e armée et passe par les Ardennes. Le 12 mai, la division atteint la Meuse, près de Dinant, et la franchit le lendemain. Elle arrive en France le 16 mai et atteint Cambrai les 19 et 20 mai. Sa rapide avancée, imposée par Rommel, lui valut le surnom de division fantôme. Le lendemain, elle subit une contre-attaque de blindés britanniques près d'Arras, qui lui infligèrent de lourdes pertes. La division continue d'avancer jusqu'au nord-ouest de l'île, jusqu'au 30 mai. Elle se repose ensuite près d'Arras, la division disposant encore de 84 chars opérationnels. La division se déplace ensuite vers l'ouest, parallèlement à la Manche, pour viser les ports importants. Cela a conduit à de rudes combats à Fécamp et Saint-Valery-en-Caux, puis finalement près de Cherbourg. La Bretagne est percée et la division atteint Ancenis et la Loire le 21 juin 1940, jour de l'armistice. La division a perdu 48 officiers, 108 sous-officiers et 536 hommes de la troupe durant la campagne de France. La 7e Panzerdivision est utilisée pour sécuriser la ligne de démarcation autour de Bordeaux, puis dans la zone nord-est de Chartres. Elle se prépare ensuite pour l'opération Sea Lion, consistant à débarquer en Angleterre. Mais à la mi-février 1941, la division est déplacée dans la région de Bonn-Bad Godesberg pour venir préparer la campagne de Russie. Le 22 juin 1941, la division a passé les fortifications frontalières et est engagée dans la bataille de Char à Olita. S'ensuit des combats jusqu'à la Duna, le passage de la Bérésina, puis l'avance vers Vitebsk. Puis elle est engagée dans la bataille pour Smolensk et doit défendre à partir de la mi-juillet. Les troupes soviétiques sont piégées dans la poche de Smolensk et éliminées. La bataille a duré jusqu'au 18 septembre. Elle participe à la double bataille de Vyazva et Briansk en octobre 1941, puis participe à l'avance vers Moscou. Le 27 novembre 1941, les restes de la division atteignent le canal Volga-Moscou et forment une petite tête de pont. Le 6 décembre, l'offensive d'hiver russe débute et la division commence à se retirer dès le lendemain. Ce n'est que le 18 décembre qu'elle réussit à retrouver une nouvelle position défensive au Lama et au Bol. Elle tient jusqu'au 14 janvier 1942, date à laquelle la division se retire sur la ligne Königsberg. Elle est toujours engagée au combat au mois de mars 1942, elle est déplacée du front pour être transférée dans la région de Herchev, où elle est de nouveau au combat le 20 mars. La division est mise au repos à la mi-mai 1942, après presque un an de combat avec peu de pause, pour être déplacée par voie ferrée entre Nantes et Bordeaux. La division est déplacée dans la région d'Angers-Cholet en août 1942, puis est envoyée sur la côte méditerranéenne entre Perpignan et Narbonne, après le débarquement des Alliés en Afrique de l'Ouest et du Nord, participant à l'invasion de la zone libre de l'époque. La division a marché jusqu'à Aix-en-Provence pour prendre possession par surprise du port de Toulon, pour ensuite se placer entre Marseille et Avignon. Elle est renvoyée sur le front de l'Est à partir du 22 décembre 1942. Elle combat dans la région de Donetsk en janvier et février 1943. Elle récupère les restes de la 27e division de Panzer, détruite à Don un peu plus tôt. Le 6 avril, la division est retirée du front pour se reposer et se rééquiper jusqu'à la fin du mois. Elle est ensuite envoyée dans la région de Kharkov pour se préparer à l'offensive
défensive de Koursk et est entièrement rééquipée. Elle est associée à la 6e et 19e Panzerdivision pour protéger le nord-ouest de Belgorod, tout en avançant vers Koursk. La bataille devient rapidement défensive à la mi-mai 1943, et elle combat à l'ouest de Kharkov. Elle recule à partir du 24 août, combat dans diverses régions, dont Kiev, puis Jitomir, à partir de novembre 1943. La bataille défensive dura jusqu'au 1er février 1944, puis la 7e Panzerdivision est transférée près de Brody pour stopper une offensive soviétique. Elle participe à de diverses batailles et devient une réserve à partir du 3 mars 1944. Elle est encerclée en mars 1944 et peut se reposer le 21 avril, mais le repos ne fut que de courte durée. 4 jours plus tard, elle est envahie dans les Carpates. D'ailleurs, la division n'était plus qu'un groupe de combat. La division est transportée en train pour rejoindre Lida pour contrer une offensive russe qui a réussi à séparer les groupes d'armées du nord et du milieu. Cette opération finit par une nouvelle retraite dans le secteur de Vilnius. Elle participe à la connexion terrestre avec la poche de la Courlande, mais elle est rapidement retirée. Elle est évacuée par mer le 22 octobre pour être partiellement reconstituée à partir du 7 novembre 1944. Une fois encore, repos de courte durée, puisqu'elle est déplacée le 15 novembre pour être placée comme réserve au nord du Narev. À partir de la mi-juillet 1945, la division se bat mais pour les terres allemandes, mais continue de se replier ne faisant que ralentir l'ennemi rouge. Elle recule jusqu'à la mi-avril 1945 pour un petit moment de répit dans la région de Waren an der Müritz, au nord-ouest de Berlin, qui dure 2 semaines. Elle est remise en réserve et doit capituler le 3 mai 1945 et se rend aux troupes américaines dans la région de Schwerin. Sur toute la guerre, 36 membres de la division ont reçu la croix de chevalier de la Croix de Fer. 6 membres l'ont eu avec feuille de chêne, 3 membres l'ont eu avec feuille de chêne et glaive, et enfin 2 membres ont pu avoir la croix de chevalier de la Croix de Fer avec feuille de chêne, glaive et brillant, dont Karl Maus, un des soldats de la Wehrmacht les plus décorés. La 2e Panzerdivision dont fait partie notre Oberfeldwebel est dépêchée en urgence en Normandie à la suite du débarquement des Alliés du 6 juin 1944, depuis Amiens, zone où elle était stationnée. Elle subit des pertes au niveau de Villers-Bocage et se retrouve piégée dans la poche de falaise. Les unités de reconnaissance, dont fait partie notre soldat, est équipées de blindés à roues pour aller vite sur les routes. Mise en place en 1934 lors de la création de l'armée blindée, le pantalon est réalisé en drap de laine noir. La couleur noire a été adoptée dès le début pour cacher au maximum les taches de graisse sur les uniformes des Panzertruppen, leur permettant de paraître toujours propres. Une ceinture intégrée permet de serrer le pantalon à la taille, et 2 poches obliques sur l'avant peuvent se fermer par un rabat boutonné. Une petite poche à l'avant permet de ranger les traditionnelles montres à gousset, accessoire peu pratique à bord d'un blindé, la montre de poignet étant plus adaptée. Un lacet permet de serrer le pantalon en bas de la jambe afin de blouser les manches dans les chaussures. Des poches à l'arrière, également fermées par des rabats, permettent de stocker du petit matériel, tel que des allumettes ou un briquet, mais n'était pas pratique pour transporter du matériel volumineux, notre soldat devant s'asseoir dessus une fois dans un blindé ou semi-chenillé. La coupe du pantalon restait la même tout au long de la guerre, il n'y a pas eu de version dérivée. Les équipages de blindés allemands disposaient de bottes cloutées à tige haute réglementaires au début de la guerre, mais elles ont vite été remplacées par des brodequins plus agréables à porter avec un pantalon noir qui était toujours blousé par-dessus et jamais rentré dans les bottes par les Panzertruppen. Les brodequins M37 sont dotés d'œillets et certains pouvaient avoir des crochets pour accélérer le lassage. Une semelle en cuir est disposée en dessous et des clous octogonaux sont disposés pour éviter de glisser dans la boue ou sur un terrain mouillé. En revanche, nombreux furent les accidents qui survinrent après une chute d'un blindé à cause des clous. C'est pour cela que certains Panzertruppen faisaient ressemeler leurs chaussures pour ne plus avoir les clous ou prenaient des brodequins civils. Les lacets peuvent être en cuir ou en coton comme ici, et on devine les chaussettes réglementaires allemandes en dessous. Ces chaussettes avaient des bandes sur le dessus afin de déterminer facilement leur pointure. Apparue à partir de juin 1943 pour venir remplacer la chemise précédente, qui ne disposait pas de poche, contrairement à toutes les autres chemises M40 de l'armée allemande, la chemise M43 rencontra un vif succès chez les Panzertruppen. En effet, ces poches de poitrine permettaient de transporter leur solbourg ou portefeuille de manière sécurisée, puisque ces poches se ferment par des boutons en fer ou en carton compressé. Notre sous-officier porte une plaque d'identité ou Erkennungsmarke gravée avec les informations de son régiment d'engagement et son matricule, ainsi que optionnellement son groupe sanguin. La chemise pouvait s'ouvrir sur la moitié de la longueur, comme ici, mais certains modèles permettaient une ouverture sur tout le long. Des passants et des boutons ont été ajoutés sur les épaules pour permettre de porter les pattes d'épaule directement sur la chemise, mais l'aigle de poitrine, quant à lui, n'était que rarement cousu. Tous les ans, les personnels de la Wehrmacht pouvaient percevoir un nouveau chandail ou pull à col roulé pour se protéger contre le froid. Le chandail avait un col en V et protégeait moins contre le froid que le pull à col roulé présenté ici. L'été 1944 ne connut pas une météo clémente et certains Panzertruppen pouvaient porter leur pull sous leur vareuse, sur ou à la place de la chemise M43. L'inconvénient de ce type de pull est qu'il pouvait rapidement retenir les poux et autres bestioles liées à une toilette qui ne pouvait pas être régulière, surtout dans une poche où les combats étaient quotidiens. Il s'agit ici d'une fidèle reproduction faite de manière artisanale.
La Panzerjacke ou blouson croisé noir des Panzers fut mise en service en 1934 et cette version, la quatrième et dernière mise à disposition, fut distribuée à partir de 1942. Elle se différencie du modèle précédent par l'ajout des boutons permettant de fermer complètement le blouson, par la suppression du passepoil sur le pourtour du col et par l'ajout de passants permettant le changement rapide des pattes d'épaule, les précédentes devant se glisser dans la couture de la manche. Le blouson se ferme par des boutons en plastique sur une demi-longueur, permettant de laisser l'aigle, ici de type beveau, visible. Une poche est située de chaque côté de la veste, sous chaque rabat. Contrairement aux sous-officiers dans les autres corps d'armée, les Panzertruppen n'avaient pas de tresse argentée sur le col de leur vareuse, qui était identique pour la troupe comme pour les officiers. Sur les pattes d'épaule, on retrouve le grade d'Oberfeldwebel, ou adjudant-chef, symbolisé par une tresse argentée et des pips chromés. Le liseré jaune d'or des troupes de reconnaissance se retrouve sur la Waffenfarbe. Des pattes de col avec liseré d'or disposent de têtes de mort. Elles sont ici du type Brunswick, clin d'œil aux cavaliers prussiens, les tankistes étant les successeurs directs de la cavalerie. Ces insignes n'étaient pas réglementaires, mais portés couramment chez les éclaireurs. Notre soldat est décoré de la croix de fer seconde classe et de la médaille du front de l'Est, obtenue après le rude hiver 1941-42. Les deux rubans sont glissés et cousus dans la première boutonnière de la veste. Un insigne de combat des blindés couleur bronze, instauré le 1er juin 1940, distingue notre soldat qui a participé à 3 assauts blindés sur 3 jours différents. La classe bronze était réservée aux véhicules de reconnaissance, entre autres. Un insigne des blessés argent est disposé juste en dessous, pour 3 blessures survenues au combat. C'est en mars 1940 que le Kalo ou Fellmütze M40 fut dérivé en version noire. Il était auparavant Fellgrau, mais devant le nombre conséquent de fabrications tailleur en version noire, l'intendance a finalement accepté la conception et fabrication de nouvelles versions pour les Panzertruppen. En effet, la Schutzmütze n'était pas pratique pour l'utilisation dans les blindés. La Waffenfarbe, la cocarde tricolore et un aigle de Kalo sont cousus à l'avant du bonnet de police. Le 11 juin 1943 est adoptée la Einheitsfellmütze pour l'ensemble des troupes de la Wehrmacht. Elle reprend la coupe de la Bergmütze des chasseurs alpins, avec quelques différences comme la hauteur de la coiffe et la longueur de la visière. Elle est directement faite en Fellgrau ou en noir et rencontre un vif succès. Son port est confortable et elle protège bien mieux du soleil que le bonnet de police. Un aigle de casquette et une cocarde sont cousus sur l'avant. La cocarde est ici cachée par le bandeau, qui peut se rabattre sous le menton pour se protéger les oreilles. C'est en 1939 que le Feldmantel M40 fut mis au point et distribué à partir de 1940. Il est une version simplifiée du modèle M37 qui disposait d'un col vert. Il dispose de 12 boutons sur l'avant et peut être fermé d'un côté comme d'un autre, les boutonnières étant disponibles sur les deux rabats. Un crochet est disposé sur le col pour fermer complètement le manteau. Sur les épaules, nous retrouvons les pattes d'épaule avec le grade, Oberfeldwebel et la Waffenfarbe, ici jaune d'or de la reconnaissance. Des longues poches sont situées de chaque côté du manteau, qui se sécurisent avec un rabat. Une martingale à l'arrière peut permettre un serrage, mais elle a plus un but esthétique que pratique. Le manteau n'était pas très apprécié car peu pratique dans la neige et la glace, mais il était souvent utilisé pendant les nuits en climat continental. Devant être léger et mobile, la majorité du pactage des Panzertruppen était stocké dans les blindés. Ainsi notre soldat ne porte qu'un ceinturon en cuir noir qui se ferme par une boucle en fer typique pour la Heer. Il ne porte rien sur l'arrière du ceinturon, pour permettre un accès rapide par une trappe de blindé. Sur le côté droit est placé un étui à jumelles, ici de modèle civil, donc non réglementaire. Sur le côté gauche, le holster pour P38 est réalisé en cuir souple noir. Il permet de contenir un chargeur supplémentaire de 8 cartouches de 9 mm. Le pistolet Walter P38 a été développé à partir de l'année 1938 et distribué à grande échelle à partir de 1940, et ceci jusqu'à la fin de la guerre. Il dispose de plaquettes en bakélite, beaucoup moins chères à produire que les plaquettes en bois, et son mécanisme était révolutionnaire pour l'époque. Il s'agit ici d'une réplique d'Airsoft de chez WE, retravaillée par mes soins. Vous pourrez retrouver le lien de la review dans la description de cette vidéo. Les jumelles 6x30 ou Dingsglas étaient distribuées à de nombreux personnels. Ils étaient indispensables pour les troupes de reconnaissance, qu'elles soient à pied ou motorisées. Elles sont réalisées en magnésium et en aluminium. Elles disposent d'un renfort en cuir pour le confort des mains. Certaines jumelles étaient adaptées au climat tropical, quand d'autres étaient faites pour les climats froids, les graisses utilisées à l'intérieur étant différentes. La lentille droite disposait d'une graduation pour estimer plus facilement les distances. La patte en cuir sur l'avant permet de fixer les jumelles au bouton pour éviter qu'elles ne bougent. Le cache pour protéger les lentilles a ici été enlevé. C'est pour se protéger de la poussière, du vent, de la neige et de la pluie que furent mises en place les lunettes de protection, ou Windschutzbrillen. Elles sont réalisées avec une structure métallique permettant de maintenir le verre. Un bandeau en élastique gris permet de maintenir les lunettes plaquées contre le visage, et le confort est assuré par les caoutchoucs de protection, qui pouvaient être gris, comme ici, ou noirs. Une vis au centre permet de gérer l'écartement entre les deux verres, et 2 boucles sont situées de chaque côté de l'élastique pour régler à la bonne taille autour de la tête.
Le laryngophone ou Hals Microphone KMFB est venu remplacer le modèle KMFA à partir de 1941. Il a permis d'améliorer certains défauts dans la prononciation des consonnes de bouche. Un micro est plaqué de chaque côté de la gorge et ils sont reliés à un arceau métallique qui sert de ressort. Les deux micros sont reliés à un boîtier en bakélite qui s'accroche sur le côté de la veste grâce à une pince montée sur ressort. Un bouton latéral permet d'ouvrir la fréquence et le bouton frontal permet de verrouiller en position ouverte cette fréquence pour parler en kit main libre. A savoir que le chef de char et le pilote ont une communication prioritaire par rapport au reste de l'équipage. Pour permettre de donner rapidement les ordres, les communications des autres membres sont alors naturellement atténuées. Les écouteurs Panzer ou Panzer Kopfhörer furent mis en place en 1935 dans deux versions, la version DFHB et la version DFHD. La version D était destinée au chef de char et au pilote, lorsque seul le radio avait le DFHB, qui avait une résistance de 2000 ohms, lorsque la version D n'en avait que 54. En 1941, le changement d'intercom au sein des blindés permit de mettre à disposition le même casque pour tout le monde au sein d'un blindé, le DFHB. Les pads en caoutchouc étaient d'abord de couleur orange, puis ils sont passés noirs en 41. Ils permettaient de supprimer une partie du bruit du blindé pour mieux entendre les communications. Les anciens casques DFHD ont été convertis en B, les rendant compliqués à en trouver pour la collection. Il s'agit ici d'un modèle DFHB original avec des caoutchoucs en reproduction. Les unités de reconnaissance n'utilisaient pas les mêmes véhicules que les régiments de Panzer classiques. Ainsi, notre chef de char est ici affecté sur le SDKFZ 234-2, surnommé Puma. Ce blindé n'avait que 4 membres d'équipage et était destiné à rouler vite pour éviter le gros des attaques s'ils étaient repérés, le blindage étant volontairement faible. Le Puma fut mis en circulation entre septembre 43 et septembre 44, et la 2e Panzer-Division, dont fait partie notre Oberfeldwebel, a pu en percevoir 25. Le SDKFZ 234 fait partie des Schwerer Panzerspähwagen. Engagé en tant que Schütze en 1939 après l'invasion de la Pologne, notre soldat est affecté dans la 2e compagnie du Panzeraufklärungsabteilung 37, dans la 7e Panzer-Division. Il est affecté en tant que pilote à bord d'un SDKFZ 222, véhicule à 4 roues rapide et idéal pour les éclaireurs. Il participe à la campagne de France et gagne ses premiers galons au fil des semaines, passant de Schütze à Oberschütze dès les premiers jours. Il devient caporal ou Gefreiter début juin. Il souhaite continuer à gravir les échelons en manifestant dès le début son désir de devenir sous-officier. Il devient donc Fahnenjunker en juin 1940 et devra faire ses preuves pour passer sous-off. Suite aux multiples combats qu'il a vécus en France, il reçoit l'insigne des combats des blindés classe bronze, réservé aux troupes accompagnant les blindés et les troupes de reconnaissance. Le Panzeraufklärungsabteilung 37 est renvoyé sur le front de l'Est pour préparer et déclencher l'opération Barbarossa. L'avancée est impressionnante, entraînant victoire sur victoire. Notre Gefreiter passe Obergefreiter à la mi-juillet, puis est promu sous-officier en septembre 1941, après la victoire à Smolensk. Il participe au début de la guerre d'hiver et se fait grièvement blessé fin novembre 1941, nécessitant son évacuation. Il passe sa convalescence à Hambourg, qui durera 6 mois, devant subir de multiples opérations. Pour ses différentes actions en Russie, il obtient la croix de fer seconde classe et la médaille du front de l'Est en plus de la médaille des blessés noirs, pour ses 2 blessures simultanées. Il rejoint sa division de repos en France, passe Unterfeldwebel, participe à la prise du port de Toulon. En décembre 1942, il est renvoyé avec la division sur le front de l'Est et combat jusqu'à début avril dans le froid et la boue, perdant plusieurs blindés au combat et de nombreux camarades. Il se fait de nouveau blesser, plus légèrement, mais cela lui valut la médaille des blessés argent. Il passe rapidement chef de blindé, toujours d'un SDKFZ 222, et devient Feldwebel en mars 1943. Il participe à la bataille de Koursk en juillet 1943 et se fait isoler de sa division lors d'un assaut soviétique. Il réussit à rejoindre les lignes avec son équipage et sont récupérés par la 2e Panzer-Division avant son repli. Leur transfert dans cette division devient officiel quelques jours plus tard et sont donc intégrés au sein de la 2e compagnie du Panzeraufklärungsabteilung 2, dans la 2e Panzer-Division. Il quitte le front de l'Est au début de l'année 1944 pour se reconstituer dans la région d'Amiens. La division est envoyée en Normandie et notre soldat, devenu Oberfeldwebel quelques semaines auparavant, est affecté à un SDKFZ 234-2. Il prend part avec sa division à l'offensive loupée de Mortain et se fait enfermer dans la poche de falaise. Il arrive à s'en sortir mais au prix de son blindé et d'une partie de son équipage. Il est renvoyé en Allemagne avec quelques survivants et passe officier pour former de nouvelles recrues de plus en plus jeunes. Il ne participe plus au combat et finit la guerre en Allemagne, faisant une brève période de captivité. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu,
un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je tiens encore une fois à remercier Parabellum Shop, chez qui j'ai pu me procurer quelques équipements de l'uniforme, ainsi que War Militaria, où là c'est les décorations que j'ai pu me procurer là-bas. Vous pourrez retrouver le lien de leur boutique dans la description en dessous. Allez voir, ça vaut le coup d'œil. Mais si vous aussi voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller voir dans la description pour découvrir mon lien Tipeee, ou même en devenant souscripteur de ma chaîne YouTube. Ainsi vous pourrez m'aider à la fois sur la forme mais aussi sur le fond de mes vidéos, et vous aurez en contrepartie des petits avantages du style des avant-premières. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos de présentation de répliques d'Airsoft, d'uniformes et de VIP. Salut! Enfin, je peux l'avoir! Wouhou!